Alors, madame, en revenant sur ces violations des droits des réfugiés, qu'est-ce que le HCR fait par rapport à ça? Quand il y a les conventions, on a parlé de ça, mais au niveau local, quand c'est violé, comment le HCR peut intervenir? En fait, ce que le HCR fait, c'est vraiment continuer à faire la promotion. La promotion du droit des réfugiés dans tous les États, auprès des États, tout comme auprès des organisations internationales. Il l'a très bien dit, de plus en plus, on voit des États ne pas observer, ou en tout cas leurs engagements, et continuer à les bafouer. Donc nous, notre rôle, c'est de continuer à faire la promotion et de rapporter par rapport à cela. On fait le monitoring, comme on dit, on rapporte là-dessus pour dire que les États ne respectent pas leurs engagements. C'est vraiment être toujours disponible pour amener de l'assistance là où il y a des manquements, qu'on voit comment est-ce qu'on peut les aider à observer leurs devoirs et continuer à faire cette promotion. Je crois qu'il est difficile d'aller au-delà de cela. C'est de mettre les États devant leurs responsabilités et puis continuer cette promotion du droit des réfugiés partout où on peut, au niveau des États, comme j'ai dit, au niveau des organisations internationales. Et revenons sur le Rwanda, est-ce que c'est facile pour un réfugié qui veut demander l'asile? Est-ce que c'est facile ici? Si vous faites une analyse sur les demandes, est-ce que c'est facile d'avoir l'asile en tant que réfugié ici au Rwanda? Le Rwanda est vraiment un pays, je pense, modèle dans ce domaine. Tout à l'heure, nous parlions spécifiquement comment les solutions qui sont mises en avant. Au niveau du Rwanda, nous avons plus de 130 000 réfugiés actuellement qui ont l'asile, qui ont le statut de réfugié. Et j'avoue que on n'a pas vu vraiment des droits des réfugiés bafoués. Bien au contraire, moi je dirais que le Rwanda, qui est un partie donc, de la Convention de 51, qui l'a ratifiée, qui est aussi un pays qui a une loi d'asile depuis 2014, donc a tout le cadre juridique pour recevoir les réfugiés et pour déterminer leur statut. Depuis plus de 2 ans, 3 ans maintenant, c'est le gouvernement du Rwanda qui donne le statut de réfugié. Donc ils font toute l'analyse et la détermination du statut de réfugié. Et les conditions sont faciles? Disons que nous accompagnons les demandeurs d'asile. Quand ils arrivent, avec le gouvernement rwandais, au niveau de tous les postes frontières, quand les gens arrivent, que ce soit de l'aéroport au niveau des frontières terrestres, les informations sont disponibles. Nous les guidons et nous les aidons même à introduire leur demande d'asile auprès du gouvernement du Rwanda. Et donc, il y a un comité de détermination du statut de réfugié qui existe et qui permet donc de voir l'éligibilité, de voir quels sont les fondements de la crainte qu'a cette personne de fuir son pays. Et une fois donc que le statut est déterminé ou refusé, quand il est déterminé donc, on devient réfugié et on a tout un système qui est en place pour permettre l'insertion de cette personne, l'assistance et l'insertion de cette personne. Et nous, le HCR, nous travaillons avec le gouvernement pour cela. Quand il est aussi débouté pour sa demande, il y a tout un système aussi d'appel. On a eu quelques cas où ils ont eu à faire appel et la décision a été revisitée. Donc, le système d'asile est en place au Rwanda. Nous accompagnons le gouvernement en tant qu'HCR pour un support technique, mais aussi pour pouvoir aider aussi les requérants d'asile dans leur démarche de demande de leur requête d'asile afin que le processus soit clair. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Tout n'est pas parfait, c'est pas aisé toujours d'aller dans ce parcours, mais je crois que c'est quelque chose qu'on travaille main dans la main avec le gouvernement du Rwanda pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et là où il y a problème, je pense que quand l'information passe, nous trouvons des solutions. Merci. Oui, madame, vous voulez intervenir par rapport à ça? Oui, je voudrais ajouter, parce que votre question était de dire, est-ce que le Rwanda a les moyens de s'occuper de toutes ces personnes qui sont là? Je crois que ce qu'il a dit est tout à fait correct, dans le sens où, je disais au départ, la générosité, l'hospitalité.
Et en général, les réfugiés vont dans les pays limitrophes. La majorité des pays. La majorité des réfugiés, pardon, quand ils fuient, dès qu'ils traversent une frontière, c'est le pays suivant, ils trouvent la sécurité. En général, la majorité s'arrête là. C'est une minorité, si on peut regarder globalement, ceux qui traversent et qui vont vers le nord. Mais comme on dit, une mort, et c'est déjà une mort de trop. Il y a trop de monde déjà qui meurt dans ce circuit dangereux. Mais pour revenir au Rwanda, ce qu'il y a, c'est que quand on parle du pacte, il y a un pacte mondial sur les réfugiés, où les États se doivent de partager la responsabilité d'avoir des réfugiés chez soi. Et les États qui sont en 2018, donc quand le pacte mondial a été adopté par la plupart des États, il est question qu'il y ait une solidarité mondiale. On ne peut pas laisser un pays d'asile seul avoir cette charge, si je puis dire, et ne pas s'en occuper. C'est pour ça que le HCR est là, c'est pour ça que la communauté internationale est là. Donc, à travers nous, le HCR, les fonds que nous mobilisons, c'est les fonds de la communauté internationale pour accueillir, pour accompagner le pays qui reçoit ces réfugiés. Donc, l'argent que nous recevons, notre budget, vient en complément du budget de l'État d'asile, donc ici en l'occurrence le Rwanda, pour aider à couvrir les besoins de ces réfugiés. Parce que ces besoins viennent en addition, viennent de manière supplémentaire aux besoins de la population rwandaise. Donc oui, c'est un plus, mais on a le devoir d'accompagner les pays qui accueillent des réfugiés. On ne peut pas laisser un pays seul s'en occuper. On a vu le cas de l'Ukraine. Beaucoup de financements sont vraiment spécifiquement dédiés à la crise ukrainienne. Il y a aussi des financements dédiés à la crise de la République démocratique du Congo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, oui, c'est pas évident pour les peuples qui ouvrent leurs frontières, qui reçoivent, qui partagent ce qu'ils ont, parce que n'oubliez pas que quand les gens rentrent par les frontières, ils ne demandent pas la permission. Ils arrivent, et en Afrique, on a cette situation où nos frontières sont plus ou moins artificielles. Les gens ne sont même pas conscients qu'il y a une frontière qui les sépare, parce que les populations de part et d'autre sont liées, c'est la même langue, c'est la même culture, c'est les mêmes ethnies. Des cousins, on a des parents, voilà, on a les parents de part et d'autre. Donc il y a un problème ici, je traverse, je vais chez mon cousin, je reste là-bas. Donc on ne s'en rend pas compte. Mais il est de notre devoir, la communauté internationale, de voir les effets que ça a sur l'économie d'un pays qui cherche à... Parce que la majorité des réfugiés sont dans des pays en voie de développement. Oui. C'est tout ce qu'on voit, qu'on nous médiatise au niveau de l'Europe et autres, c'est la minorité. Je disais tout à l'heure que sur nos plus de 80 millions de réfugiés, 27 millions sont en Afrique. 27 millions sont en Afrique. Donc oui, le Rwanda est peut-être un petit pays, peut-être n'a pas beaucoup de moyens, mais sa générosité, on ne doit pas laisser le pays tout seul, on doit l'accompagner. Et c'est ce que font la plupart des agences onusiennes qui sont là, les partenaires de développement qui constituent la communauté internationale et qui ont le devoir de mobiliser les fonds et de soutenir le pays d'asile. Actuellement, nous venons tout juste de leur parler d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on voit que la plupart des financements ne viennent plus vers les pays africains en général, mais plutôt vers les crises les plus récentes. On parle de l'Ukraine. Maintenant, on a le Soudan qui vient de se faire. Le problème qu'il y a, c'est que nous, Africains, comment est-ce qu'on fait de sorte à ce qu'on s'attaque aux causes profondes qui font que les gens se déplacent. Et surtout quand on se déplace, et que là, au Rwanda, par exemple, en moyenne, c'est 10 à 15 ans que les gens sont ici. Les Burundais, les Congolais. Quelle solution de longue durée, durable, on peut trouver pour que ces personnes soit rentrent chez eux ou s'intègrent là où elles se trouvent? Justement, je voulais poser cette question à Fred par rapport à ça. S'il y a un appel téléphonique, on va le recevoir, s'il vous plaît. Oui, non, je voudrais juste rajouter quelque chose pour mettre les choses au clair par rapport à, par exemple, il a parlé de la Grande-Bretagne. Ce qui est important, c'est aussi de souligner, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité des États. Le problème n'est pas le Rwanda. Le problème dans cet accord, c'est pourquoi la Grande-Bretagne ne veut pas recevoir ces gens. C'est ça la grande question. Pourquoi est-ce que quand ces gens arrivent, ils ne font pas face à leurs responsabilités en étant un État partie de la Convention 1951, de les recevoir et d'écouter leurs demandes d'asile, pour ceux qui en tout cas sont des demandeurs d'asile. Je ne parle pas des migrants
économiques ou autres. Mais parmi ces mouvements-là, qui généralement sont des mouvements mixtes, il faut s'asseoir et savoir qui est qui. Qui a des raisons de fuir. Pour quelles sont les craintes que ces gens ont. Donc le problème, il est là. Il n'est même pas au niveau du Rwanda et tout ça. Au contraire, le Rwanda est généreux, et ouvre ses frontières, veut les accueillir, et donc tout ce que M. Alain vient de dire. Mais il faut qu'on sache que la Grande-Bretagne a des responsabilités en tant qu'État partie par rapport à ces demandeurs d'asile. Ça, c'est vraiment la position du HCR. Le HCR dit que nous ne sommes pas du tout d'accord par rapport à cela parce que le gouvernement britannique fuit ses responsabilités par rapport à la chose. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième point, des solutions africaines. Pourquoi la Grande-Bretagne fuirait ses responsabilités? Je pense que... Est-ce que c'est pas parce que peut-être ils disent si toute l'Afrique arrive en Grande-Bretagne parce que ils font face à la pauvreté, comment je vais faire? Peut-être. Parce qu'un grand nombre quitte l'Afrique pour des raisons, il y a des raisons de pauvreté, des raisons d'insécurité. Et les guerres, elles sont fréquentes sur le continent. Des coups d'État, toutes ces insécurités là-bas. Alors, si un pays, peut-être ils se disent, je ne peux pas continuer à accueillir leurs gens ici, parce que ces problèmes-là ne vont pas finir en 5 ans ou en 10 ans ou même en 15 ans. Il faut travailler sur ces problèmes, ensemble, eux y compris. Ce n'est pas un problème africano-africain. C'est un problème global où tous les États doivent mettre la main à la pâte et travailler là-dessus. Donc, on ne peut pas dire simplement que l'Afrique a des problèmes, a des conflits, il y a la guerre. C'est un problème mondial où tout le monde a sa part de responsabilité pour trouver des solutions aux problèmes de bas, enfin les root causes, comme on dit. Mais je reviens sur le problème de l'Angleterre. Je disais que l'Angleterre devrait faire face à ses responsabilités, savoir d'abord qui sont ces gens. Et ensuite, leur donner accès à leur système judiciaire. Ils ont un système, ils prônent toujours un système démocratique, transparent, système judiciaire, et savoir qui a la raison, quelle raison est à la base donc, de leur fuite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je disais que chercher des solutions à ces problèmes-là, le Rwanda a donné l'exemple, mais encore les gens qui viennent de la Libye, de différentes nationalités, ceux de l'Afrique subsaharienne, tout comme en général de l'Afrique subsaharienne, donc en venant donc de l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie et tous les autres pays, ces personnes viennent au Rwanda. Nous gérons ce système, qu'on appelle le système ETM, qui est l'Evacuation Transit Mechanism. Mais c'est un système de transit. La finalité est que la plupart des gens, il l'a dit tout à l'heure, 98% de ces gens sont réinstallés dans les pays du Nord, ou en tout cas les pays qui ouvrent leurs bras. Mais ce n'est pas des solutions où les gens sont intégrés ici, bien que l'offre leur est faite, comme quoi ils peuvent rester au Rwanda. Mais très peu sont intéressés. Ils vous disent, moi je n'ai pas traversé toute l'Afrique pour revenir m'installer là. Donc eux, leur chemin, c'est vers le Nord. Donc c'est pour dire simplement que ce n'est pas une solution durable qu'on a encore trouvée dans le sens de maintenir notre jeunesse dans le continent africain. Ce n'est pas encore le cas. Mais c'est un début de solution parce qu'au moins, on les sort des prisons, de la Libye, de la torture, des violations de leurs droits humains. Donc ça, déjà, c'est une solution que de regarder nos frères et sœurs dans ces prisons, torturés tels qu'ils sont, et d'autres mourir. Donc ça c'est un point. Donc moi, je pense que c'est un problème qu'il faut travailler en amont, ici, en amont, c'est-à-dire dans les pays même d'origine. Comment vous faites pour retenir votre jeunesse ? Ne pas les laisser s'aventurer dans ces voies dangereuses. Un autre problème aussi qui est, quand on fait de l'humanitaire et qu'on aide quelqu'un à venir s'installer chez soi, il faut lui donner accès à son système. Et ne pas dire que tout ce qui rentre, ce sont des immigrants ou des migrants illégaux, donc je cherche un autre pays où je vais les envoyer. Parce que ça aussi, ça ne règle pas le problème. Oui, oui. Il y a, je pense, quelqu'un au téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone qui veut réagir par rapport au thème de cette émission? Allô? Allô? S'il y a quelqu'un qui aimerait... Allô?
Alors, je pense que peut-être il a coupé, mais il y avait quelqu'un peut-être qui voulait réagir par rapport à ça. Alors, pour aller à la fin de cette émission, il nous reste seulement 5 minutes. Vous avez parlé que c'est un travail en amont et en aval. Donc, il y a un travail du côté de l'Afrique et un travail du côté, de l'autre côté de l'océan, là où la plupart des migrants vont, mais aussi au niveau de l'Afrique, parce que la plupart des réfugiés se trouvent même en Afrique. Alors, comment régler ce problème? Et selon vous, pensez-vous que ça sera réglé si toutes les parties prenantes ne sont pas engagées dedans? Non, tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est un problème global où tout le monde a sa part de responsabilité. On doit travailler ensemble, main dans la main. Pour ce qui concerne du déplacement forcé, ce que je suis en train de dire, ça, c'est le déplacement forcé, c'est les réfugiés. Les migrants, certes, ils sont en train de chercher un meilleur avenir, ils ont des projets, ils ont des rêves, mais c'est un choix qu'ils ont fait. De dire, je me lève, je traverse et je m'en vais chercher un endroit où j'aurai plus de chances de réussir. Mais moi, je m'intéresse et je m'occupe principalement. Mon rôle, c'est le droit des réfugiés. Oui. Ceux-là n'ont pas choisi de bouger. Et ce sont eux qui sont nombreux. Ils sont d'ailleurs. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est relatif, ça dépend de quoi on parle. En tout cas, si on revient ici sur le Rwanda, on dit qu'il y a 134 000 réfugiés qui sont là. Ils sont là en moyenne depuis 10 ans, 15 ans. Moi, je crois qu'une des solutions, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je crois que le Rwanda est un exemple dans la manière dont il intègre ces réfugiés qui sont chez eux depuis plus de 10 ans, les Burundais et les Congolais. D'abord, j'avais dit qu'il y a un cadre juridique, ils ont une loi d'asile, mais ils ont aussi des politiques assez progressistes d'inclusion de ces réfugiés. Parce que le réfugié, il ne faut pas toujours le voir comme étant une charge. Les réfugiés est un agent économique. La majeure partie des réfugiés qui sont au Rwanda, la moitié de ces réfugiés sont des jeunes. 41% des réfugiés sont à l'âge ont moins de 18 ans, ou entre 18 ans et 20 ans. 41%. Donc c'est toute une jeunesse sur laquelle on peut capitaliser, on peut travailler avec. Et je le disais, en Afrique, la plupart des réfugiés viennent du pays d'à côté. Donc on partage une culture, une langue et beaucoup de choses. Et quand je dis une jeunesse qui est là depuis 10-15 ans, ça veut dire qu'ils sont même nés ici. Donc, où une intégration est beaucoup plus facile. Donc comment changer le narratif pour qu'on voie le réfugié beaucoup plus avec un esprit positif que de le regarder comme étant une charge. Comme je disais, les politiques progressistes du Rwanda, c'est l'inclusion. Le réfugié qui est au Rwanda a accès à la carte d'identité. Elle a accès à l'emploi. Elle a accès aux soins de santé. Elle a accès au système éducatif. Voilà 4 éléments de base qui vraiment déterminent, je veux dire, que tout être humain doit avoir accès où qu'il se trouve et qui qu'il soit. Et je pense que là, ça c'est une solution. Comment, dans les pays africains, on peut inclure les réfugiés et les voir plutôt comme étant un ajout, un avantage ou un asset pour qu'ils contribuent au développement de ce pays. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut maintenant regarder. Parce que de plus en plus, il y a des crises, il y a des conflits. Les gens traversent les frontières, vont s'installer ailleurs, parce pour des raisons de parenté souvent, parce qu'ils estiment que de l'autre côté, ils peuvent trouver de la famille. Donc, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce capital humain dont on parlait tout à l'heure pour que ces gens puissent travailler? Bien sûr, l'idéal, c'est qu'ils puissent rentrer chez eux, parce que là, on a besoin d'eux aussi pour reconstruire leur pays. Mais pendant qu'on y est, et jusqu'à ce qu'on voie ce processus de paix se mettre en place, comment capitaliser sur les populations réfugiées dans les pays d'Asie?